Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, mais également sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point sur les SCPI et notamment les SCPI les plus jeunes. Faut-il viser uniquement les SCPI les plus jeunes qui auraient pu bénéficier des conditions de marché favorables de ces derniers mois? Nous poserons la question à Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux véhicules d'investissement lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers. Faut-il favoriser une assurance vie ou un PEA, voire les deux? Nous poserons la question à nos deux experts, Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée, mais aussi à Jonathan Lévy, président et cofondateur de bienprévoir.fr. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un point global sur la situation en matière d'immobilier à l'heure actuelle en France avec Antoine Barbier, directeur de AEW Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons nous demander ensemble s'il faut, lorsque l'on veut investir en SCPI, donc se focaliser uniquement sur les SCPI les plus jeunes. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Alors si on pose la question de cette manière, c'est parce qu'on entend souvent cet argument, aller uniquement ou aller en priorité vers les SCPI les plus jeunes, avec cette idée que c'est celles qui auraient pu le plus bénéficier de la baisse de valorisation sur l'immobilier ces derniers mois et potentiellement c'est celles qui ont le moins finalement d'immobilier emmagasiné sur les dernières années avec des valorisations plus élevées ces dernières années qui auraient baissé récemment. Est-ce que vous partagez cette vision, Jonathan Diver ? C'est un peu une vision rapide. D'accord. Et c'est un peu une vision, j'allais dire, très marketing. On a l'impression que parce qu'on a des nouvelles SCPI qui vont afficher des rendements qui vont être records, cette année, on va avoir des SCPI qui vont, à mon avis, plus d'une vingtaine de SCPI qui vont distribuer plus de 6% de rendement. Il y en a certaines qui vont distribuer plus de 8%, plus de 9%. Donc c'est quand même des performances qui sont assez significatives. Alors il faut déjà avoir une grille de lecture, c'est que ces SCPI jeunes, elles ont un effet relutif, c'est-à-dire qu'elles achètent très vite, elles n'ont pas d'actifs qui sont vacants. Bien sûr, forcément, mécaniquement, j'ai une performance qui est importante. Mais il faut savoir avoir une grille de lecture complète. Et quand on regarde le marché des opportunités, il est vraiment beaucoup plus important sur les actifs qui sont de taille significative, supérieure à 25-30 millions d'euros. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une jeune SCPI acheter ce type d'actifs, c'est pas possible? Ça va pas être possible. Ok, d'accord. Et donc, il faut se tourner sur des véhicules peut-être un petit peu plus anciens qui vont être capables d'acheter des actifs à 30, 40, 50, 100 millions d'euros sur lesquels il y a des décotes très significatives, sur lesquelles on peut faire vraiment des bons coups. On a vu récemment plusieurs sociétés de gestion réaliser des acquisitions dans des conditions extrêmement favorables. On peut donner l'exemple de Sofidy avec la SCPI Immorente. Ils ont acheté un actif dans le nord de Paris sur un rendement supérieur à 10%. Parce qu'ils ont acheté cet actif, c'était un actif stress, et ils l'ont acheté à la banque directement. Donc on voit qu'il y a des opportunités à saisir. Une jeune SCPI n'aurait pas été capable d'acheter cet actif. L'idée de dire que dans un contexte où il y a des baisses de valorisation en immobilier, les jeunes SCPI ont du cash et donc ont les mains libres entre guillemets pour faire des bonnes affaires par rapport aux SCPI traditionnels ou historiques, vous nous dites que c'est pas tout à fait vrai parce que les historiques ont l'assise financière peut-être pour aller chercher des bons coups comme vous disiez. Voilà, des bons coups, des actifs de taille très significative. Une jeune SCPI, elle va acheter des actifs compris entre 0 et 10 millions d'euros. Le temps qu'elle ait une taille significative, 500 millions d'euros de capitalisation, etc. Donc, mécaniquement, une ancienne SCPI, on a donné l'exemple d'Immorente, Corum Origine, etc. Alors, sans qu'elle soit très ancienne, mais va pouvoir, parce que grâce avec la collecte, va pouvoir saisir des opportunités. Et quelque part, l'indicateur dans le momentum actuel, c'est plutôt les SCPI les plus collectrices, celles qui collectent le plus, qui vont saisir les opportunités du marché. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les plus jeunes, les plus collectrices et puis un peu les plus anciennes. Donc c'est vraiment les plus collectrices qu'il faut regarder. Les plus collectrices, celles qui collectent le plus et celles qui peuvent bénéficier des opportunités de marché. Un mot là-dessus, des opportunités de marché, il y en a encore aujourd'hui ?
On voit par exemple le coût du crédit qui commence à baisser. à Baisser, baisser. là, donc forcément, si le coût du crédit baisse, la prime de risque en immobilier augmente. Et si la prime de risque en immobilier augmente, forcément, il y a plus d'investisseurs qui sont capables de se positionner. On voit bien. Et c'est vraiment un signal de marché d'instituts de statistiques immobiliers d'entreprise, de gérants, etc., que la fenêtre, elle est encore là, mais elle ne va pas rester ouverte très longtemps. Donc le time to market, il est maintenant. Et on voit bien que sur les actifs de moins de 10 millions d'euros, vu qu'il y a plus d'investisseurs qui sont capables de se positionner, la compétition, elle est là. Alors que sur les actifs supérieurs à 40 millions d'euros, c'est no man's land. Donc forcément, vous êtes épargnant, vous êtes société de gestion, vous collectez énormément sur votre fonds qui est très important. On vous apporte des dossiers à 25, 30, 40 millions d'euros, etc. C'est vous qui décidez du prix. Si on prend les SCPI les plus collectrices dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, il faut se dire, finalement, vu qu'il reste encore des opportunités de marché, on va aller vers celles qui achètent le plus, que ce soit à Paris, en France, à l'international, ou au contraire, on va aller vers celles qui ont une vraie connaissance d'un marché local, par exemple? Alors, le marché local, je pense aussi que c'est un point qui est très important, parce qu'on voit beaucoup de sociétés de gestion qui se sont créées, beaucoup de nouvelles SCPI. Acheter de l'immobilier, ça se fait de façon locale. Vous achetez pas de l'immobilier à l'étranger de la même manière que vous en achetez en France. Ou alors, il faut vraiment avoir un bureau. Et si vous n'avez pas de bureau local avec des équipes locales, vous êtes sûr que vous êtes un peu le dindon de la farce. Donc, c'est un élément et un critère à regarder. Quand on investit dans une SCPI pan-européenne, de s'assurer qu'il y a des bureaux pour la société de gestion. Parce que qui dit bureau dit une meilleure connaissance du marché, une expertise très forte. Parce qu'on voit certaines SCPI qui travaillent avec des partenaires locaux, mais le partenaire local, il travaille avec plusieurs investisseurs. Donc, c'est important d'avoir vraiment un alignement d'intérêts. Faire en sorte que l'immobilier acheté, il est acheté dans l'intérêt des épargnants parce que c'est eux qui ont besoin de ces revenus-là. Vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais je vous la repose de manière un peu différente. Est-ce que dans une stratégie d'investissement en SCPI, il faut diversifier au maximum, je ne sais pas, par exemple, entre historique et jeunes SCPI? Parce qu'effectivement, vous nous avez dit que les SCPI historiques pouvaient bénéficier d'opportunités de marché. Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier les jeunes pour autant ou composer un portefeuille diversifié avec les deux pour faire face à tout contexte de marché? Alors là, on était là aujourd'hui pour démystifier le fait de se dire qu'il faut que les jeunes. Il faut un mix, bien évidemment. Et c'est ce qui est génial avec la SCPI, c'est qu'on ne va pas se constituer un portefeuille d'une SCPI, mais on va se constituer un portefeuille de plusieurs SCPI à plusieurs moments de marché. Et dans le marché actuel, on voit quand même des jeunes SCPI qui sont très intéressantes et qui ont une dynamique très forte. Je vous ai sélectionné quelques idées. On a la SCPI Sophie Dynamique qui est de la société de gestion Sophie. D'accord. Oui, alors déjà, rappelons-le, une jeune SCPI peut être une jeune SCPI proposée par un groupe historique. Historique, oui. Bien sûr, et qui a finalement cette expertise, cette sagesse du passé, de savoir bien acheter de l'immobilier. Donc Sophie Dynamique, qui est une société, une SCPI, qui a un objectif de taux de distribution 2024 de 8%. D'accord. Donc vous voyez que c'est quand même, on a des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. On a une autre SCPI, la SCPI Comet. Alors Comet, c'est Aldéran, la société de gestion Aldéran. D'accord. Aldéran, ils ont une expertise en immobilière qui est très importante. Ils ont lancé un fonds qui s'appelle Activimo il y a 5 ans, qui est spécialisé dans la logistique. Et là, ils ont lancé une SCPI qui s'appelle Comet, 8% de taux de distribution en objectif. Et puis la dernière SCPI qu'on vous recommande, c'est la SCPI Alta Conviction. Alors derrière Alta, il y a le nom Altarea. Donc Altarea, on connaît tous, cette foncière cotée, monsieur Alain Taravella, avec une SCPI qui est, je trouve, intéressante parce qu'il y a un véritable savoir-faire. Cette foncière cotée a une spécificité de très bien connaître le commerce, de connaître également la promotion immobilière. Et il faut avoir une vision très long terme. Une SCPI qui a une vision long terme, elle va pouvoir améliorer son bâtiment, elle va pouvoir, pourquoi pas, faire de la construction résiduelle. Si on veut vraiment gagner de l'argent en immobilier, il faut avoir une vision extrêmement long terme, 25-30 ans. Et les SCPI sont dans cette démarche-là. Donc je pense que quand on est épargnant, se constituer à différents moments de marché son portefeuille, c'est plutôt une bonne idée. Et en ce moment, le momentum est très favorable. Donc, ne pas viser uniquement les jeunes SCPI, mais les intégrer quand même dans sa stratégie. C'est de bon augure pour un investissement immobilier. Jonathan Diver, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine sur un format que vous appréciez particulièrement, un match entre deux types d'investissements ou deux véhicules d'investissement. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons comparer les contrats d'assurance vie par rapport au PEA lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Jonathan Lévy nous accompagne tout d'abord. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président et cofondateur de bienprévoir.fr. Et à vos côtés, Guillaume Jouvin. Bonjour Guillaume Jouvin. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée. Peut-être qu'on va commencer par vous, Guillaume Jouvin. Déjà, ce questionnement assurance vie PEA, vous le voyez régulièrement. On oppose souvent le PEA au compte-titre. Est-ce que le choix entre assurance vie ou PEA, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement ? Oui, très souvent. Ce sont deux enveloppes extrêmement complémentaires et extrêmement populaires toutes les deux. D'accord. L'assurance vie, 40-45% des ménages en ont. Le PEA, c'est 5 millions de titulaires en France. D'accord. Donc on est vraiment sur deux enveloppes très représentatives, en tout cas des véhicules d'investissement des Français. En termes de chiffres, très connu, l'assurance vie, c'est 1900 milliards d'actifs en euros en France. Le PEA, 100 milliards. Donc c'est évidemment un petit peu moins sur le PEA. Bien sûr. Mais on le verra ensuite, il y a des raisons, et notamment un plafond au niveau des versements. Donc alors pourquoi ces enveloppes sont extrêmement prisées des Français ? Tout simplement parce que sur l'assurance vie, on peut y mettre tout type d'actifs. Des actions, des actifs sans risque, de l'immobilier, pourquoi pas du private equity. Bien sûr. Et historiquement, c'est quand même ce qui permet de canaliser l'épargne des ménages sur un support sans risque qui est le fonds euro, qui alimente d'ailleurs les obligations d'État et qui permet d'avoir un rendement sans risque garanti et dont le rendement baisse petit à petit et qui représente encore aujourd'hui 55% de la collecte brute tous les ans. Les 45% restants allant vers des véhicules plus risqués, unités de compte, actions ou immobilier notamment. Jonathan Lévy, c'est vrai que l'assurance vie fait partie des premiers réflexes d'investissement des Français aujourd'hui. C'est justement parce qu'on peut investir sur tout type d'actifs, ou en tout cas une grande partie d'actifs, ce qui vient expliquer que beaucoup de Français, une majorité de Français aujourd'hui ont un contrat d'assurance vie. Oui, on le présente souvent comme le couteau suisse de la gestion de patrimoine. Il permet de faire énormément de choses. Il répond à beaucoup de besoins, beaucoup de problématiques patrimoniales des clients. Et c'est pour ça qu'il est autant souscrit et au-delà même des plafonds. C'est pour ça qu'il y a autant d'encours sur le contrat d'assurance vie. Il s'adresse à tout le monde, en fonction de son profil, on a toujours la bonne réponse en assurance vie. Le PEA, lui, il va être plus contraint, il va s'adresser à une population plus contrainte, sur des gens qui veulent placer... Plus contrainte, ça veut dire plus spécialisé ou plus pas spécialisé, oui. ou sans être spécialisé, qui acceptent en fait une dose de risque, parce que c'est un placement, comme son nom l'indique, placement en action. D'accord. L'assurance vie peut être investie en action sur la part d'unité de compte, mais pas seulement. Vous avez parlé de fonds en euros, qui est la part garantie en capital de la part de l'assureur. Bien sûr. Donc l'assurance vie s'adresse aussi à des gens extrêmement prudents, qui veulent placer de l'argent pour le long terme, qui veulent transmettre un patrimoine, donc quelle que soit la cause, qui veulent préparer la retraite, ils peuvent le faire dans le PER, mais ils peuvent aussi compléter dans l'assurance vie. L'assurance vie peut être un outil de préparation à la retraite. Alors, on l'utilise souvent comme un PEA aussi, non un PEA aussi, tout à fait. Ça, de ce point de vue-là, l'objectif de préparation à la retraite convient en assurance vie ou en plan d'épargne en action. Ce que je veux dire, c'est que ces deux véhicules conviennent au-delà du PER qui est très populaire en ce moment. Bien sûr, oui. C'est la période et c'est normal, mais il y a des plafonds aussi sur le plan d'épargne retraite de réduction d'impôt, de déductibilité des versements. Donc pour compléter sa retraite, on voit bien aujourd'hui l'importance de préparer sa retraite et le plus tôt possible. Tout le monde en a conscience, je pense, aujourd'hui. Donc l'assurance vie, en particulier, permet de compléter son dispositif de préparation à la retraite, notamment. Guillaume Jouvin, si on rentre dans ce que j'imagine être un des facteurs clés de choix, ou en tout cas de sélection, la fiscalité. Les deux proposent une fiscalité avantageuse finalement, de manière différente, mais les deux offrent, que ce soit, on parle des 8 ans de l'assurance vie, des 5 ans du PEA, est-ce que ça aide à faire un choix ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que c'est à prendre en compte dans une stratégie ? Oui, c'est à prendre en compte évidemment. Les deux sont des enveloppes fiscales, c'est-à-dire que on met des actifs à l'intérieur, et à l'intérieur de cette assurance vie, à l'intérieur du PEA, les actifs produisent des intérêts, des plus-values sont réinvestis.
Et toutes les opérations faites à l'intérieur de l'assurance vie ou du PEA ne sont pas taxées. D'accord. C'est-à-dire que Tant que ça reste. Tant que ça y reste. Tant que ça reste, Oui, bien sûr. pas de fiscalité. On est taxé uniquement lors du retrait, que ce soit sur l'assurance vie ou le PEA, avec une fiscalité avantageuse qui est dégressive dans le temps. Alors sur l'assurance vie, effectivement, à 8 ans, on a un avantage fiscal optimal. Mais dans le pire des cas, si on retire pendant les 8 premières années, finalement, on paie la fiscalité qui aurait été due sur un autre actif, 30% de flat tax. D'accord. Sur le PEA, l'avantage fiscal est acquis au bout de 5 ans. Et là, la fiscalité, c'est uniquement les prélèvements sociaux, donc 17,2% aujourd'hui. Sur l'assurance vie, au-delà de 8 ans, on a une fiscalité qui va entre 17,2% de CSG et 30% au maximal en fonction des montants versés et des rachats effectués. Donc ça, c'est à avoir en tête. Ça veut dire quoi? Il faut commencer par une assurance vie parce que le temps fiscal est plus long avant d'avoir accès au... Alors, il faut commencer par les deux. Ce sont des enveloppes fiscales. D'accord, On peut les ouvrir avec un montant très faible, juste pour prendre date. Petite question peut-être d'actualité, Jonathan Lévy. Alors, je sais que vous n'avez sûrement pas la réponse, mais parce que personne ne l'a à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, et Guillaume Jouvin, si vous avez des éléments, n'hésitez pas à nous les communiquer également, que le traitement fiscal actuel de l'assurance vie ou du PEA puisse être remis en cause dans les mois ou années qui viennent? Je souris en écoutant votre question, je savais très bien où vous voulez en venir. Je vous confirme ne pas avoir la réponse à votre question, mais merci de me la poser. On peut dire effectivement que tout est ouvert aujourd'hui, compte tenu de la situation budgétaire et le déficit et les milliards qu'on cherche actuellement. Bien sûr. L'assurance vie, le PEA peuvent être une option pour essayer de gagner quelques centaines de millions, voire quelques milliards. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on se retrouve un peu quand même dans la situation de 2012. Vous vous rappelez en 2012, quand François Hollande est venu au pouvoir, il voulait, ça faisait partie des 30 propositions qu'il avait faites, il voulait aligner la fiscalité du patrimoine sur la fiscalité du travail. D'accord. Et pour tout le patrimoine, y compris l'assurance vie. En 2012, on était en pleine crise des dettes souveraines de la zone euro. Il était impossible de le faire. Il ne l'a pas fait sur l'assurance vie. Parce que, comme vous l'avez dit, l'assurance vie est en grande partie, via le fonds euro, placée dans des obligations d'État français, dans les fameuses OAT. Bien sûr. Et ça remettrait en cause la stabilité en fait, de la dette française. Actuellement, on n'est pas dans la situation de 2012, mais on est dans une situation qui n'est pas tout à fait sereine sur la dette française. On a eu l'occasion d'en parler oui, bien sûr. Reprise, Nicolas. On le sait très bien aujourd'hui, depuis notamment la dissolution et le résultat des législatives, de l'instabilité politique. On se demande tous que quand le gouvernement de Michel Barnier va perdurer. Donc la réponse à votre question est quand même très très compliquée dans cette instabilité politique. Le résultat des courses, c'est que la dette française est sous pression. On n'est pas en crise, mais enfin, il y a une sérénité qui est vraiment très très relative. Donc, ce qui viendrait potentiellement sauver l'assurance vie quelque part, parce que dans un contrat d'assurance vie, on a un certain nombre d'épargnants qui détiennent un bout de la dette française, c'est ça? Voilà, ça c'est effectivement mon propos, c'est de dire on ne prendra aucun risque qui pourrait déstabiliser encore un peu plus la dette française dans le contexte actuel. Guillaume Jouvin, sur le sujet, est-ce que c'est des choses que vous suivez de près? Est-ce que c'est des questions que les épargnants vous posent régulièrement en disant bah oui, est-ce qu'il vaut mieux que je l'ouvre avant la fin de l'année? On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ou est-ce que c'est des sujets qui sont un peu plus soulevés aujourd'hui qu'il y a quelques mois? Ce sont toujours des sujets d'actualité. À partir du moment où 40% de la population détient ces enveloppes, ce sont des enveloppes incontournables, donc on se pose tous les mêmes questions. Moi, je voulais faire un petit rappel historique quand même sur la fiscalité de l'assurance vie et du PEA et regarder les évolutions qu'on a eues au cours des 20 dernières années. Sur le PEA, on n'en a pas eu. C'est extrêmement stable, aucun changement. La seule nouveauté, en fait, c'est le taux de CSG qui augmente petit à petit. Et donc là, sans toucher l'assurance vie, sans toucher au PEA, on augmente le taux des prélèvements sociaux, 17,2 aujourd'hui, ça a été 15,5, 12 par le passé, etc. Donc en fait, voilà ce qui peut arriver, une augmentation des prélèvements sociaux est possible. Sur l'assurance vie, pareil, au cours des 20 dernières années, j'ai juste eu une seule modification en 2017 avec l'arrivée du président Macron sur les contrats qui ont plus de 8 ans et sur lesquels ont été versés plus de 150 000 euros. La fiscalité est un peu moins avantageuse. On a eu 5 points d'augmentation d'impôt pour passer de 7,5 à 12,8. Donc finalement, très peu de changements. Donc une certaine stabilité fiscale quand même sur ces deux types de placements. Énorme stabilité. Par contre,
on ne prend pas en compte l'inflation. Sur l'assurance vie, on avait un avantage fiscal successoral avec 152 000 euros d'exonération aujourd'hui, qui correspondait à 1 million de francs en 98. Et donc 1 million de francs en 98 n'a jamais été revu. Donc on reste à 152 500 aujourd'hui. Donc en fait, le changement, c'est qu'il n'y a pas de changement. Même quand il y a effectivement des périodes d'inflation un peu plus conséquentes, effectivement, il n'y a pas de changement. On a eu de l'inflation effectivement au cours des 25 dernières années. Alors, peut-être un mot quand même sur les caractéristiques de l'assurance vie et du PEA. Guillaume Jouvin, vous aviez notamment mentionné que les versements sont plafonnés sur le PEA. Oui, 150 000 euros de versement maximum. Alors 150 000 euros par personne. Donc monsieur, madame peuvent chacun avoir un PEA. Donc là, c'est pour le PEA, on va dire, général, dans lequel on peut investir sur tout type d'actions européennes. D'accord. Parce que le PEA sert avant tout à acheter des actions en direct sur les marchés financiers. C'est ça ? Alors oui, tout à fait. Dans le PEA, c'est un plan épargne-action. Ouais. Donc dans action, on ne peut acheter déjà que des actions. Et ce ne sont que des actions européennes. L'idée de départ, c'était de faire en sorte de financer l'économie française en faisant en sorte que les petits porteurs aillent acheter des actions françaises. D'accord. C'est élargi sur le plan européen pour des raisons assez évidentes. Donc on ne peut mettre que des actions européennes sur le PEA, cotées ou non cotées. Et pour les titres non cotés, on peut en plus ouvrir un PEA-PME, qui est un deuxième PEA sur lequel on a des plafonds de versement différents, 75 000 euros, ce qui fait qu'au total, on peut avoir un PEA normal, un PEA-PME, et aller jusqu'à 225 000 euros de versement sur ces enveloppes. Jonathan Lévy, si on parle stratégie, j'ai envie à fin 2024 d'aller sur les marchés financiers, d'aller acheter des actions françaises ou européennes. Alors, j'ai pas encore fait mon choix de savoir si j'ai envie de les acheter en direct ou si j'ai envie de passer par des fonds gérés par des professionnels. Est-ce qu'il y a un véhicule d'investissement entre l'assurance vie, le PEA ou autre qu'il faut favoriser lorsqu'on débute et qu'on veut aller massivement ou en tout cas majoritairement sur les marchés financiers, les marchés actions? Je dirais que compte tenu de votre âge, Nicolas, je vous suggérerais d'ouvrir plutôt un PEA pour cette poche d'investissement en actions françaises, européennes, D'accord. qui est probablement plus adapté en fait que l'assurance vie. Si vous le faites au travers des fonds, vous pouvez le faire très très bien, très facilement en assurance vie. Mais par contre, si vous voulez faire en direct, c'est souvent possible en assurance vie, mais c'est plus adapté dans un PEA qui est, on ne l'a pas dit, mais il y a deux types de PEA. Il y a le PEA bancaire, il y a le PEA assurance. Le PEA bancaire est comme un compte titre. Vous pouvez acheter des actions à tout moment de la journée, les vendre à tout moment. C'est plus liquide. Le fonctionnement est plus simple qu'au sein d'un contrat d'assurance vie. Dernière question pour vous, Jonathan Lévy. Les ETF, on le vend en poupe. Est-ce qu'on peut investir sur des ETF via un PEA ou un contrat d'assurance vie? Oui. Les deux? Oui, dans les deux cas. C'est pour ça que ça me fait dire que vous pouvez sortir un petit peu de la zone euro et de l'Union européenne, plus exactement, via des ETF. Il y a des produits qui permettent d'investir indirectement sur des actions américaines, par exemple, le S&P 500, le Nasdaq, tout en restant au sein de l'enveloppe PEA. Vous pouvez investir en assurance vie sur toute classe d'actifs, sur des ETF, sur tous les actifs, toutes les zones géographiques, tous les secteurs que vous voulez. L'assurance vie, de ce point de vue-là, est beaucoup plus souple, beaucoup plus large. Mais vous pouvez aussi investir sur d'autres classes d'actifs, les obligations, les produits structurés, l'immobilier. Vous avez parlé de SCPI. Il y a des fonds obligataires à échéance on le vend en poupe en ce moment. Tout ça est disponible au sein d'un contrat d'assurance vie et vous pouvez jouer sur ces différentes poches. Aujourd'hui, vous voulez investir en action, mais si ensuite vous voulez diversifier et aller sur d'autres classes d'actifs, alors l'assurance vie est plus adaptée à cette situation-là. Merci beaucoup Jonathan Lévy, président et cofondateur de bienprévoir.fr. Merci Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de Bred Banque Privée. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Barbier. Bonjour Antoine Barbier. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de AEW Patrimoine et ensemble, on va essayer de comprendre en quelques minutes quels sont les drivers actuels du marché immobilier et notamment où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on commence à atterrir un petit peu sur ce marché de l'immobilier ou est-ce qu'on est sur une tendance encore de long terme, sachant qu'on voit toujours quand même un sujet valorisation en matière d'immobilier. Certaines SCPI continuent à revoir à la baisse leur prix de part ou en tout cas la valorisation de leurs actifs. On voit aussi le coût du crédit qui recule par rapport à il y a quelques mois. Quelle est votre analyse de la situation au global, Antoine Barbier ? Écoutez, dans un
premier temps, on peut parler déjà de ce marché immobilier d'investissement en France. 5,9 milliards investis donc sur le premier semestre 2024. C'est une baisse de plus de la moitié par rapport à la moyenne décennale. Mais on constate déjà que le bureau conserve la faveur des investissements, puisque plus de 30% sont toujours consacrés au bureau. Alors même que le bureau a pas mal défrayé la chronique justement sur la baisse de valorisation qu'on a pu voir dans un certain nombre de zones géographiques. La décompression des taux qu'on a pu constater rendent le bureau un peu plus attractif. D'accord. Mais pas uniquement sur ces bureaux qui ont fortement décoté. Un signe extrêmement intéressant qu'on constate actuellement sur le marché du bureau, si on parle de bureaux exclusivement, c'est que la compétition revient sur les bureaux de très bonne qualité qui sont positionnés dans le quartier central des affaires. À titre d'exemple, il y a un mois une transaction sur un volume assez important d'un immeuble de bureau haussmannien avec 4,25 de taux d'investissement. D'accord. C'est un taux qui est assez compressé, on va dire. Et surtout, il y avait 7 bidders sur l'opération. Donc, une compétition qui revient parce qu'on a les assureurs qui doivent investir, on a les institutionnels qui cherchent à investir, mais également des étrangers qui attendaient que le prix des bureaux se positionne, se stabilise pour pouvoir revenir. Donc tous ceux qui avaient du cash globalement reviennent sur le marché, si je comprends bien. Ça commence à revenir. Il faut pas être aussi emballé, on va dire, par ce moment. Mais en tout cas, la compétition revient. C'est plutôt un bon point. L'hôtellerie, le commerce, notamment les retail parks, la logistique, voient eux les volumes d'investissement de bonne qualité, on va dire, avec 1,5 milliard pour l'hôtellerie, 1,5 milliard pour la logistique, un peu moins pour le commerce. S'agissant des valeurs maintenant, nous avons réalisé chez Adelet Patrimoine des expertises de l'intégralité de nos patrimoines des SCPI au 30 juin par des experts indépendants. C'est important. On s'y était engagé dès 2023 à faire des expertises biannuelles et on a plutôt des bonnes surprises. Alors certes, le bureau n'a pas fini de décompresser et on voit encore des valeurs à la baisse. Par contre, pour les différents actifs que j'évoquais avant, on a une stabilisation, on va dire un atterrissage globalement, voire des bonnes nouvelles puisqu'on constate des appréciations d'actifs. Je prends des exemples de retail park qu'on a pu investir en France ou à l'étranger, notamment en Espagne, dont les valeurs s'apprécient. La santé également, alors même s'il y a peu d'investisseurs aujourd'hui sur la santé, on voit également dans les expertises un atterrissage, voire une stabilisation. La santé qui avait moins décoté que le reste, voire très peu décoté sur les derniers mois, qui finalement recommence à s'apprécier, c'est ça? Effectivement, on a cette bonne surprise sur notre SCPI de santé de voir donc effectivement des actifs qui commencent à progresser. Est-ce qu'on en est en phase d'atterrissage à l'heure actuelle ou est-ce qu'on est dans une mouvance encore de long terme qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années? Excepté le bureau, comme j'évoquais à l'instant, on est plutôt dans une phase d'atterrissage. On constate et on comprend que le gros des corrections est passé. D'accord. On a eu déjà 2 annonces de la BCE qui sont venues corriger les taux pour 0,50, enfin 50 points de base. Christine Lagarde, la semaine dernière, annonçait qu'elle envisage de faire également 2 nouvelles baisses d'ici la fin de l'année. Donc tout ça, ce sont quand même des nouvelles qui devraient faire revenir, on va dire, les épargnants sur les SCPI et faire revenir les investisseurs sur l'immobilier. Donc redonner, on va dire, la valeur qu'on connaît à l'immobilier. Merci beaucoup Antoine Barbier de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et notamment dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur de AEW Patrimoine. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.